Dans le podcast cette semaine, avec Elodie et Mad, on discute de Cthulhu Death Medaille, un jeu de Eric Lang et Rob Daviau. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission et je suis en la meilleure des compagnies possibles puisque je suis en compagnie de Mad et Elodie. Salut Elodie. Salut Paul Gara, salut à tous, salut à toutes. Salut Mad. Salut. Et on se retrouve donc toutes les trois pour continuer un format qu'on vous avait proposé il y a quelques temps, qui était donc dédié au jeu Comme c'est le ouais, donc c'est le format, c'est Anatomie d'un jeu. Et on a décidé, donc on a eu plutôt des retours très positifs, on était quand même super contentes, hein. Voilà, ça fait toujours plaisir, non ? Je sais pas ce que vous en avez pensé, mesdames. Et à la réécoute, comment vous êtes trouvées ? Alors moi, à la réécoute, je me trouve toujours nulle, mais ça, c'est mon problème à moi. Moi aussi, je te rassure. Je pense que c'est tout le monde. Une voix chelou, enfin voilà. Plein de tics de langage, on n'entend que ça. Mais les retours ont fait vraiment chaud à mon petit cœur. Donc du coup, je me suis dit que j'étais peut-être pas si nulle que ça, en fait. Et toi, Mad ? Les retours étant positifs, Anatomie d'un jeu 2, le retour, quoi. Voilà. Et je le dis parce que quand même, c'est que, fun fact, il y a quelques jours, j'étais à la UKJ et j'ai rencontré Takarai Takako, dont on a beaucoup parlé dans le premier épisode, voilà. Et j'ai eu l'occasion de lui expliquer en anglais à une dame qui traduisait en japonais qu'on avait fait tout un podcast et qu'on avait parlé notamment beaucoup de son travail et tout. Et voilà, je le dis parce que c'était trop cool d'avoir cette opportunité. Voilà, je trouvais ça assez génial parce que la probabilité que ça arrive, enfin tu vois, je l'ai rencontré dimanche matin et on enregistre le mardi soir. Le fait que ça arrive à 48 heures d'intervalle, c'est un peu incroyable, je trouve. C'est un signe, je pense. Je propose de dire que c'est notre marraine d'émission. Ouais, exactement. Oh. Voilà. Ah ouais, carrément, c'est grave la classe. Donc en fait, c'est la marraine de l'émission d'après. Vu ce dont on va parler aujourd'hui, je sais pas trop qui sera le parrain-marraine de l'émission suivante. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler d'un de nos jeux favoris. Un de nos jeux favoris isolément et surtout quand on y joue ensemble. Voilà, il a une valeur toute particulière pour nos petits cœurs. Et on va parler d'un des meilleurs jeux du monde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Un des rares jeux dont vraiment je me considère comme un peu une ambassadrice, que j'ai envie de faire jouer à tout le monde, faire découvrir. Et quand après les gens me disent qu'ils l'ont acheté, ça me fait super plaisir. Alors que d'habitude, je suis pas trop pousse à l'achat. Mais celui-là, ça me fait un plaisir de dingue. C'est Cthulhu Death Medaille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé dans ce podcast. T'es un peu comme Simon avec Skijo. Ouais, bientôt, voilà. Tu vas avoir des chaussettes avec Cthulhu dessus. Mais écoute, oui. Alors là, c'est le moment où je me la raconte. Quand je croise Eric Lang maintenant, à chaque fois, il me parle, il me dit « Ah, tu vas être là ». Il me dit « Ah, tu vas être contente, il va y avoir ça et ça sur Cthulhu Death Medaille ». Donc, tu vois, c'est quand même fou parce que même un des auteurs du jeu maintenant est très, a pris complètement pour lui que le fait que j'étais vraiment une fan absolue et que ça représentait quelque chose pour moi. Je trouve ça ultra mignon. Voilà, c'était le moment où je me la raconte un petit peu, mais non, on va essayer d'être sérieuse. Alors, Cthulhu Death Medaille, si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est que vous n'avez jamais écouté ce podcast, probablement. Oui, c'est ça. C'est que qu'est-ce que vous venez faire ici ? Enfin, vous êtes arrivé par hasard. Bienvenue. Et voilà, bienvenue pour la première fois de notre vie. Il y a deux choses à savoir sur moi, c'est que Cthulhu Death Medaille est Grand Austria Hotel. Voilà. À part ça, le reste, vous pouvez tout oublier. Donc, Cthulhu Death Medaille, c'est un jeu de Eric Lang et Rob Daviau. Donc, vous pouvez entendre d'excellentes interviews sur ce même podcast, d'ailleurs. Voilà, c'est un peu cool, ça, quand même. Est-ce qu'on tournerait pas en rond sur ce podcast ? On tourne en rond. En fait, je pense que moi, j'ai une folie. On verra pourquoi je dis ça, mais je vais avoir une folie, tu sais, qui est monomaniaque ou un truc comme ça. Enfin, oui. Non, t'as des passions dans la passion. Oui, c'est vrai que j'ai une passion pour ce jeu. On appelle ça l'hyperfocalisation. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais une fixette, comme on dit aussi, de façon plus commune. Donc, c'est un jeu d'Eric Lang, Rob Daviau, qui est illustré, alors, par plein de personnes différentes. Donc, je vais en citer quelques-unes, selon la fiche BGG, de la première boîte, hein, parce qu'il y a Cthulhu Death Medaille, on va le voir après, il y a plusieurs boîtes, mais sont cités Nicolas Fructus, Karl Kopinski, Thierry Masson, Adrian Smith, Richard Wright. Donc, je ne saurais pas vous dire qui a fait quoi exactement dans le lot. Non, même avec les recherches que j'ai faites,
C'est difficile de savoir, ouais. Et l'éditeur. C'est un jeu qui a une histoire un peu particulière parce que il a été édité. D'abord, c'est un Kickstarter qui a été proposé par Cool Mini or Not. On reviendra un petit peu aussi sur Cool Mini or Not, je pense, sur quelle est l'histoire absolument incroyable de cet éditeur. Oui. Cet éditeur qui, aujourd'hui, à un moment, était un peu le maître du monde, notamment de Kickstarter. Et aujourd'hui, est dans une situation catastrophique et probablement, enfin, on va pas se voiler la face, probablement qu'à un moment, ils vont pas survivre. Je vois pas trop comment, sur le long terme, ce serait possible autrement. Et la licence de ce jeu, elle a été rachetée, me semble-t-il, par Asmodée, qui a racheté pas mal de licences, dont Zombicide à Cool Mini or Not. Voilà, donc aujourd'hui, le futur éditeur, alors Asmodée était déjà le localisateur, mais donc voilà, on vous trouverez plus forcément référencé sous le nom de Cool Mini or Not, qui a été obligé de se séparer de la licence pour des raisons financières. C'est un jeu, donc je le disais, plusieurs boîtes, oui, parce que il est sorti initialement en 2019. Et quand il est sorti, il y avait déjà ce qu'ils appelaient, ils l'ont fait présenter sous le nom de 2 saisons. Donc il y avait 2 boîtes, une boîte de base et une boîte d'extension qu'elle avait avec la boîte 1. Et on pouvait acheter aussi des grands anciens, puisque au titre, vous l'avez compris, ça va se passer dans l'univers de Lovecraft, donc qui dit univers de Lovecraft, mythe de Cthulhu, dit grands anciens. Et donc vous pouvez aussi avoir des grands anciens additionnels. Donc je pense qu'il y avait Yog-Sothoth et puis Shub-Niggurath, il me semble-t-il. Ensuite est sortie en 2024 la deuxième vague, où il y avait une boîte dite de saison 3 Fear of the Unknown, accompagnée d'une autre boîte, mais qui n'est pas un stand-alone, qui est une boîte dite saison 4. Et normalement, cette année, en 2026, donc on est un peu dans l'actualité finalement, il y aura une saison 5. La boîte Forbidden Riches devrait sortir, accompagnée de la 6. Et il y a toujours du matériel additionnel, qui est beaucoup. Il y a des trucs qui venaient du Kickstarter. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout fait le Kickstarter. J'ai acheté les boîtes dans le commerce, donc je n'ai pas, par exemple, la figurine de Cthulhu surdimensionnée. Il y a plein de choses que je n'ai pas. Mais ça ne me manque pas, je vous rassure. On peut très bien jouer avec les versions retail de base. Voilà, je pense que on est à peu près tous sur. Et puis il y a quand même pas mal. Tu trouves quand même pas mal de choses, même en retail. Genre, par exemple, là, ils ont sorti la figurine Godzilla que tu peux rajouter à ton jeu qui est sorti ce mois-ci. Ouais. Est-ce qu'on valide Godzilla ou pas ? Bah moi, je valide pas. Non, moi non plus. Ah, on est 3. Toi, Matt, tu valides ou pas ? Non, c'est une hérésie. Non, moi, ça m'a un peu choqué Godzilla parce que. En fait, on veut rester dans le canon Lovecraftien malgré tout. Oui. On verra Cthulhu Death Metal, c'est déjà un jeu qui joue beaucoup avec le canon Lovecraftien, qu'on pousse beaucoup les limites et point trop n'en faut, ça se dit ça, point trop n'en faut. Tout à fait, ça se dit tout à fait. Et Godzilla, en fait, ça n'a aucun rapport, quoi. Non, aucun. Dommage, le faux pas. À la limite, un King Kong avec plus de rapport vu que ça restait dans un lore américain. Oui. Qu'un Godzilla qui sort à peu près de la période un peu canonique et de la période. Mais Godzilla, il a rien à foutre ici, quoi. Non. J'ai l'impression que c'est plus pour se faire et qu'ils avaient envie de faire la figurine de Godzilla, ils ont choisi de chercher un prétexte ou je ne sais pas. Ou alors il leur restait une figurine de Godzilla qui servait pas pour un autre jeu. Ils se sont dit vu l'état de nos finances. Voilà. Allez. On a le moule, on y va. Maco-moulage et hop, je te fais un petit Godzilla. Maco-moulage. Oh, finesse. Je sais, cette référence, je sais pas, elle est sortie des années 80 direct. Génial. Ouais. Ça me débloque plein de souvenirs, merci. Moi, ça me rappelle que moi, j'avais un truc de maco-moulage pour faire des cendriers et je me dis, c'est vraiment un truc des années 80. On apprenait au môme à fabriquer des cendriers, tu vois, c'est pas du tout. C'est impossible aujourd'hui et peut-être heureusement d'ailleurs, mais tu m'étonnes. Voilà, donc mais donc Godzilla, moi je valide pas du tout et pourtant je suis très sur Cthulhu Death Metal, je suis très complétiste. Mais alors là vraiment, j'étais un peu, ça m'a un peu chiffonné parce que je me dis je l'aurais pas. Bon, c'est comme la grosse figurine de Cthulhu dont j'ai absolument pas besoin, mais je me verrais pas avoir donner un sens dans toute cette histoire quoi. En plus, Godzilla, je trouve que
par rapport à Cthulhu, c'est pas du tout la même histoire. Enfin, tu vois, Godzilla avait même quelque chose. En principe, t'as un peu de l'empathie pour Godzilla, il me semble. Oui, tout à fait, ouais. Tu vois, alors que t'as aucune empathie pour les grands anciens, puisque de toute façon, ils n'ont aucune empathie pour le genre humain. Donc du coup, je trouve que c'est pas du tout. T'as pas du tout les mêmes enjeux. Je trouve que t'as pas du tout les mêmes enjeux moraux à décomplexer d'aller massacrer, parce qu'on va le dire, on va massacrer quand même les grands anciens. J'ai pas envie de massacrer Godzilla, en fait. Mais en tous les cas, dans l'interview qu'il avait donnée sur le podcast, je crois que c'était en avril de l'année dernière, Ouais. Il disait qu'il adorait King of Tokyo, donc c'est peut-être là le lien. Oui. Enfin, Oui, Eric Lang, oui, tout à fait. Oui, on va dire Eric maintenant. Eric, ouais. On l'appellera Rico. Ricky aussi, voilà. Non, je pense que oui, c'est ça. C'est plus. Après, on est dans un truc qui permet aussi, enfin, le voir qui est très transgressif et peut-être aussi qui fait un peu de transgression là-dessus, c'est-à-dire qu'il va beaucoup chercher dans les codes. C'est un jeu qui est très référencé aussi en termes de culture populaire et peut-être que c'est pour ça qu'on va trouver parce que c'est peut-être là l'idée de venir, mais pour les gens un peu rigides comme nous qui aimons le canon Lovecraftien, on est un petit peu... là, c'est too much. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail du jeu. Donc, je fais une présentation rapide du jeu. Cthulhu Death Medaille s'est inspiré des écrits de Howard Philip Lovecraft et on va incarner des investigateurs et investigatrices des années 20. Donc, on est vraiment dans ce qu'on a dans l'imaginaire du canon Lovecraftien, qui est très inspiré de l'appel de Cthulhu, forcément. Et au lieu d'essayer justement d'empêcher l'arrivée des grands anciens, on va plutôt chercher au contraire à les invoquer pour pouvoir leur mettre une grosse rouste, une grosse mandale pour les éliminer définitivement. On commence la partie, en fait, on n'est déjà pas très très bien psychologiquement, hein, on a des folies. Et à un moment de la partie, on va devoir vraiment partir au combat, interrompre un rituel, et une fois qu'on aura interrompu le rituel, on pourra taper sur le grand ancien. Tant qu'on n'a pas interrompu le rituel, on ne peut pas le faire. Et pour devenir de plus en plus puissant, on va falloir sombrer de plus en plus dans la folie, car c'est la folie qui va nous permettre de monter en compétence dans le jeu. Si on meurt avant l'invocation du grand ancien, la partie est perdue. Mais en revanche, si le grand ancien, une fois qu'il a été invoqué et qu'il est sur le plateau, même si quelqu'un meurt, les autres peuvent continuer à jouer et gagner, et on gagnera tous et toutes collectivement, même la personne décédée. Enfin, voilà. C'est différent de beaucoup d'autres jeux où la partie s'arrête s'il suffit qu'un de nous meure. Chaque épisode est indépendant les uns des autres. Hein. Il n'y a pas d'ordre pour les jouer, même si c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de continuité, peut-être un peu en complexité. Mais ce qui est vraiment notable, c'est que chaque partie va fonctionner de cette manière. On va prendre un grand ancien, on va prendre un des scénarios qui va déterminer le rituel, on va le mélanger, ce qui fait que ça crée une combinaison un petit peu unique, même si on peut effectivement la refaire, bien sûr, mais comme on a 2 grands anciens de base dans la première boîte, plus 2 dans la deuxième, plus les additionnels, enfin, on va vite monter à faire beaucoup de combinaisons, on va vite avoir 7-8 grands anciens qu'on peut combiner avec 12 scénarios au tout début, puis 24. Vous voyez, toutes les combinaisons possibles, ça va permettre et chacun a son paquet de cartes, et tout ça va être mélangé pour faire le deck de l'adversité, finalement, qu'on va affronter. Donc évidemment, c'est un jeu coopératif. Et même si on refait la même combinaison, de toute manière, il y aura rien qui ressortira de la même façon. Oui. Et ça fera des sensations de jeu et une partie complètement différente. Ouais. Et après, on peut dire aussi, c'est que les personnages qu'on joue, qu'on va incarner, on va revenir un petit peu dessus aussi, parce qu'on a ce système de personnages. Il y en a énormément, surtout quand on a toutes les boîtes. Enfin, ça devient assez même vertigineux de choisir son personnage. Quand on vous passe le tas de feuilles de perso, de fiches de perso, je trouve que c'est parfois dur de choisir même. Je sais pas vous. En tous les cas, c'est une variable supplémentaire. T'as le grand ancien, t'as le scénario, et t'as aussi les investigateurs, investigatrices qui vont jouer la partie, quoi. Oui. Sachant que chaque investigateur, investigatrice a une compétence unique, qui est sa compétence la plus forte, entre guillemets, hein, qui est un peu ce qui donne sa coloration. Et ensuite, sur les 2 autres compétences, c'est des compétences un peu plus, génériques, qui se partagent. Typiquement, le tir à distance, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse tirer à une case de distance, le corps à corps, le fait qu'on soit plus performant quand on se bat quand on combat dans notre zone, le fait de pouvoir feinter les adversaires, le déplacement. Voilà, exactement, de se déplacer d'une case supplémentaire.
Et donc, ça veut dire qu'avant de commencer la partie, il va falloir trouver une synergie entre tous les personnages que l'on va choisir. Parce que si on a toutes et tous les mêmes compétences, forcément, ça va pas se passer... Enfin, ça sera moins intéressant. Il faut qu'il y en ait un qui puisse aller loin, chercher les objets dont on a besoin. Il faut qu'il y en ait un qui puisse résister ou taper fort au contact. Donc un petit peu à la manière de Magic. Et oui, j'ai bien écouté l'émission de l'interview avec les 5 jeux qui ont marqué la carrière concepteur de jeu d'Eric Lang. Il nous dit aussi que Magic c'était un des jeux fondateurs et que le fait de préparer son deck, là on prépare notre partie en choisissant les bons investigatrices qui ont bien fonctionné ensemble, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment l'idée d'avoir... Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est un des trucs qui est peut-être le plus important. Parce que autant le scénario et le grand ancien, c'est pas très grave. En fait, on peut les choisir vraiment un petit peu comme ça. Il n'y a pas vraiment de questions métaphysiques à se poser. Mais quand on fait son groupe, alors quand on est à 2, ça va être un peu plus limité. Mais surtout quand on est à 4, on va vraiment essayer d'avoir ces synergies de compétences pour qu'on ait un petit peu des profils différents. Parce que même si chaque scénario est différent, on va retrouver quelque chose de commun. On a un setup avec des tuiles qui vont composer un espace à explorer, très différent des Demeures de l'Épouvante, qui est peut-être un des jeux qu'on pourrait le plus comparer, parce qu'on est dans du dungeon crawling, dans Toulouse Médaille ou dans les Demeures de l'Épouvante. Dans les Demeures de l'Épouvante, je révèle au fur et à mesure mon espace, l'espace que je vais explorer. Toulouse Desmeda, il te propose quelque chose de complètement différent. Ton espace à explorer, il est fixe, il est connu dès l'origine. Tu n'as pas de surprise, tu sais où sont les monstres. Il n'y a pas ce côté brouillard, en fait, que tu as lié à l'exploration. Et ça, c'est très différent, en fait, de tous les jeux des dungeon crawling. C'est vraiment un dungeon crawler très différent des autres. Oui, puis on fait un plan avant d'y aller, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on peut très vite perdre la partie, parce que le jeu nous veut pas du bien. Les grands anciens, ils sont pas là pour nous faire des câlins. Et donc, on peut très vite se retrouver dans la panade avec un personnage qui meurt. Et du coup, on doit se dire, allez, on fait le plan, on aurait dû passer par là d'abord. Enfin, c'est ça aussi qui est agréable dans ce jeu. C'est qu'on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Ouais. Et pour revenir sur les personnages, tous les personnages sont badass. Tous les personnages font envie. Enfin, il y a des jeux comme ça où t'en as un ou deux qui sont vraiment cool, et puis les autres, tu sens qu'ils ont été moins travaillés, moins chouettes. Souvent, c'est les nanas qui sont moins intéressantes. Là, je trouve que tous les persos nous donnent envie. Moi, j'ai envie de refaire plein de parties pour pouvoir tous les tester. Et ça, mine de rien, c'est aussi assez atypique d'avoir comme ça que des personnages cool à jouer. Et c'est vraiment aussi un des points forts du jeu. À la fois badass et avec des failles. Hein. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure. C'est ça, on va le voir après sur le côté, c'est que c'est ça qui fait que ce jeu est très... moi, je trouve que c'est un jeu qui prend à contre-pied tous les genres qu'il explore. Parce que ce soit il va prendre à contre-pied le dungeon crawling, il va prendre à contre-pied l'univers Lovecraftien, il prend à contre-pied le côté un peu super-héros, enfin tout est un petit peu... il se perd, et c'est pour ça que c'est un jeu vraiment transgressif. Parce qu'après, en plus, ce qu'on va faire dans le jeu, c'est transgressif pour nous. Mais sur le fait qu'on ait la carte, c'est fantastique parce que on n'a pas... j'adore les Demeures de l'Épouvante, mais on a toutes vécu ces parties qui étaient absolument interminables et où on devait encore révéler des nouvelles tuiles. Et il y a un moment où on commence à se dire qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on n'a plus de place sur la table. C'est tout bête, mais le fait d'avoir ce setup qui est fixe et où on sait où on va... Je trouve même que c'est très rassurant en fait, parce que du coup, on est déjà capable de visualiser tout l'espace qu'on va devoir occuper, et dans notre préparation, on voit jusqu'où on devra aller. Donc effectivement, pour les persos qui vont se déplacer plus vite, on voit tout de suite l'intérêt ou pas. On voit comment s'organiser dès le début. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose. C'est pas pour ça qu'on sera plus performante, hein. En plus, enfin, ça n'a aucun rapport, parce qu'on a quand même une grosse dose de hasard dans le jeu et le jeu ne nous veut pas du bien. Mais il y a ce côté sur la mise en place que je trouve, dès la mise en place, on sent qu'on est sur des bonnes rails, quoi, en fait. Tu vois, qu'on est bien accompagné, en fait. Le jeu est bien pensé pour que tout soit, te donne envie d'y aller, soit rassurant, en fait. Et le jeu te donne envie d'y aller. Parce que t'as pas de mauvaise surprise, et ça, c'est un truc que je dis souvent, t'as pas du coup de mauvaise surprise sur le temps de partie. Et je pense que ça, c'est une immense force du jeu, en fait. Ça paraît très con comme argument. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aucune partie qui dépasse 1h30.
Moi, je voulais revenir sur le côté transgressif. Quand même, le plus transgressif de tout, c'est le fait de pouvoir tuer un grand ancien, en fait. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, ça, on en reparlera, je pense, plus. Mais c'est vrai que le jeu te permet d'être dans la transgression totale du mythe de Lovecraft. Ça, c'est clair là-dessus, quoi. Mais ouais, sur le dungeon crawling, pour finir un peu là-dessus, parce que c'est quand même la catégorie du jeu, et pour avoir fait beaucoup de dungeon crawling et être toujours déçu par ces jeux-là, il y a le côté interminable, le fait que tu révèles des trucs et puis que tu n'en puisses plus parce que tu n'as même plus de place sur ta table pour révéler tes tuiles, et des durées de jeu vraiment ultra longues, très fatigantes, et des règles qui sont excessivement compliquées en général dans les dungeon crawling, avec plein de règles d'initiative, de lignes de vue. Et ce qui est fou quand tu commences à jouer avec Cthulhu Death Medaille, je trouve, c'est que t'as cette simplicité, enfin t'as cette mise en place fixe, t'as ce temps de partie qui est hyper bien rythmé parce que c'est pas chacun ou chacune va jouer et ensuite le jeu joue contre toi, c'est qu'en fait le jeu joue contre toi à la fin de tout le monde, et il faut un certain nombre de symboles pour que ça déclenche l'avancée du grand ancien, ce qui fait que grosso modo une partie dure toujours maximum 1h30, ce qui est ultra condensé pour du dungeon crawling. Et puis surtout, les règles sont ultra épurées. Enfin, il n'y a pas d'histoire de ligne de vue à gérer. Les actions sont ultra simples à faire. C'est beaucoup moins compliqué que dans tous les autres jeux, en fait. Ce qui fait que tu passes pas ta vie à relire les règles de tes actions, ce que tu peux faire ou pas faire. Sur ta feuille de perso, c'est marqué, tu te les imprimes et ça fait que ça te permet de rester en immersion. Et moi, je suis intimement persuadée que c'est aussi la patte de Rob Daviau. Alors, on parlera plus d'Eric Lang dans cette émission, mais je pense que c'est beaucoup la patte de Rob Daviau, qui est quelqu'un qui est capable, qui a une capacité d'épure qui est ultra, ultra forte. Je pense qu'on en reviendra là à un moment sur ces autres jeux, mais mécaniquement, c'est une simplicité enfantine et ça fait que tu es concentré que sur le plaisir du jeu. Pour avoir regardé la ludographie avec attention d'Eric Lang et notamment les jeux qu'il a fait avec Cool Mini or Not, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent sur plein d'aspects et que finalement, avec Cthulhu Death Medaille, il est arrivé, alors sans doute avec l'aide de Rob Daviau, avec ce que tu dis, c'est vraiment fortement envisageable, à quelque chose, à l'itération ultime, quoi. Enfin, il a cherché pendant tous ces jeux. Et là, on arrive à cette épure. Et il a envoyé un message sur Blue Sky il n'y a pas très longtemps. Oui. Où il disait qu'il venait de rejouer à la saison 1 après ne pas y avoir joué pendant plusieurs années. Et qu'il était ultra fier de ce jeu. Et moi, je trouve que c'est un aboutissement, en fait, quand tu regardes sa ludographie. Et peut-être aussi, tu y reviendras, je pense, mais presque un point de bascule entre ces jeux, si je dis pas de bêtises, un peu plus lourds et un peu plus experts, entre guillemets, et ces productions plus récentes qui sont plus familiales. Oui, c'est vrai que tu penses à sa trilogie Blood Rage, Rising Sun, Hank, versus ces explorations plus récentes, c'est ça ? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a trois choses. Il y a vraiment la trilogie. Il y a ces nouveaux types de jeux qui arrivent là, peut-être plus légers. Et puis, il y a toute une série de pré-Cthulhu Death Medaille, en fait. J'en ai découvert vraiment un paquet. Arcadia Quest. Alors, attends, je vais les citer. Bloodborne. The Others. The Godfather Corleone. Il y en a toute une série, en fait, où tu retrouves vraiment les mêmes, même en termes de matérialité, il y a des choses qui se retrouvent. Et pour avoir lu les règles de tous ces jeux, tu te rends compte qu'aucun n'est aussi épuré, quoi. Ouais. D'accord, donc tu penses que c'est un aboutissement un peu... Peut-être avec la collaboration de Rob Daviau, du coup, quand tu disais qu'il était vraiment connu pour cette façon d'épurer les règles. Alors, je pense que je parle de mémoire, je cite une interview de Tom Lehman qui disait il me semble que Rob Daviau avait cette capacité à épurer les jeux. Et quand j'avais lu ça, j'étais pas étonnée parce que je trouve que dans Cthulhu Death Medaille, c'est pour du dungeon. Enfin, vous savez, comme je peste contre le dungeon crawler en général, et combien ça m'insupporte que c'est un poids de règles qui font que je trouve que ça en fait des jeux très calculatifs, qui deviennent très de l'optimisation du calcul, alors que toi, tu voudrais faire juste des trucs hyper héroïques.
que tu peux faire dans Cthulhu Death Medaille. Et là, je trouve que ça se ressent pas du tout parce que les actions sont ultra simples et parce qu'on parlera d'un autre jeu un jour de Rob Daviau, probablement, dans lequel je pense qu'il a carrément, lui, alors là, c'est le top du top de l'épure d'un genre qui est connu pour être horrible, c'est-à-dire le jeu d'escarmouche, et il en a fait un truc ultra épuré et c'est ultra, enfin, moi, je pense que il a quand même cette capacité-là d'être très, très efficace. D'aller à l'essentiel, enfin vraiment, voilà, à l'essence de ce qu'est le dungeon crawling. Et là, tu n'as plus que t'as plus que l'exploration et plus le côté améritrash un peu moche à gérer, quoi, en fait. C'était mon sentiment. Et ouais, et je trouve que c'est déjà une première prouesse parce que au final, si je prends la liste de tous les dungeon crawling, bah, c'est le meilleur. Et il y en a plein que j'aime bien quand même, mais qui me font tellement râler, alors que celui-là me fait jamais râler en termes de lourdeur de règles, en fait. Est-ce que tu classes dans le Dungeon Crawler le Horror Arkham, le jeu de cartes ? Non, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment du jeu de cartes à effet ou à combo, ou... je le cite... autant les demeures de l'épouvante, oui, plutôt, ou du Descent, ou des trucs comme ça, ou du Gloomhaven, mais pas le Horror Arkham, non. Bah là, pour avoir joué beaucoup à Horror Arkham ces dernières semaines, t'as quand même cette idée de t'arrives dans un lieu et tu découvres ce qui s'y passe. Et t'as aussi le jeu qui est contre toi et qui t'envoie à tous les tours des monstres en pleine figure, quoi. Mais... Oui. Mais ce que t'as ton deck de cartes, en fait. Par contre, c'est avec les cartes que tu vas combattre tout ça. Alors que là, on est avec des dés. Enfin, cela dit, si je pense à un jeu comme Gloomhaven, c'est avec des cartes quand même que tu vas aussi combattre les monstres. Mais t'as pas de ligne de vue à gérer, t'as pas ce truc-là. Oui. Ces trucs-là, t'es plus dans vraiment du jeu, plutôt du jeu. Ouais, c'est vraiment, t'as quand même l'essence du jeu de cartes et t'as le fait que tu recomposes ton deck entre chaque partie. Avant de faire la partie, ouais. Oui. Qui est une composante hyper importante. Et d'ailleurs, si tu veux jouer à Horror Arkham et être performant, d'une partie à l'autre en campagne, il faut quand même que tu te consacres un petit peu. Alors, ça veut pas dire que tu dois le faire par toi-même, mais il faut aller au moins se renseigner, chercher les decks sur Internet. Là, dans Cthulhu Death Medaille, c'est très confortable. En fait, c'est vraiment, serre-toi une bière et viens jouer. En fait, t'es un peu dans. C'est immédiat. Ah oui. Et viens taper. Voilà. Serre-toi une bière et viens cogner. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est ça qu'on veut, comme dit Matt tout le temps. Il y a un côté exutoire, quoi. Mais, exutoire, cathartique, enfin vraiment transgressif. C'est vraiment tout ce que t'imagines. Et ça rejoindra d'ailleurs des trucs je pense qu'on dira plus tard aussi sur ce qu'a pu dire Eric Lang, je pense, par rapport au jeu. Donc c'était le premier point parce que c'est vraiment le point évident, c'est le côté dungeon crawling. Après, c'est un jeu qui est ultra référencé. C'est un jeu qui assume avec tous les codes, en fait, en forçant le trait, qui prend aussi les joueuses par surprise. Et il y a aussi cette idée du découpage, en fait, il y a une petite idée marketing derrière tout ça. Le découpage en saison qui vraiment accentue l'effet cinématographique, ou presque, j'ai envie de dire, Netflixesque, je sais pas comment on dit. Vraiment cinématographique au sens de ce qui fonctionne à l'écran. Parce qu'on a des personnages charismatiques qui sont presque des héros, qui sont un peu caricaturaux, mais qui ont quand même de l'originalité. Il y a beaucoup de clins d'œil à la culture populaire et historique. Alors, forcément, on pense à Rasputin. Mais on pense à Borden. Vraiment, allez regarder la vraie histoire de Borden. Donc Borden, c'est la femme à la hache et pas la femme à la bûche dans le jeu. Et Borden, elle est ultra badass. Allez regarder la vraie histoire de la vraie Borden parce que c'est un personnage réel qui a en gros massacré toute sa famille à coups de hache. Donc comprends pourquoi quand elle est toute seule avec un ennemi, elle fait plus de dégâts. Il faut pas la voir. Il y a la gamine. Enfin, on a plein de persos comme ça qui sont assez incroyables. Et d'ailleurs, le jeu a une forte présence sur table, notamment grâce à la qualité aussi de ces figurines qu'on va voir. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, toutes ces références, on les ressent, elles passent bien, et le jeu joue beaucoup avec ses codes. Alors sur le côté cinématographique sériesque, on l'a même sur la boîte. Parce que sur la boîte, quand tu ouvres ta boîte et le côté du bas de boîte, on a d'un côté 5 personnages, nos 5 héros qui sont les 10 héros qui sont d'un côté et de l'autre de la boîte, et les méchants de l'autre côté.
Et donc, comme un générique télé où on va avoir comme ça tous les persos qui vont avec le nom de l'acteur ou de l'actrice qui les incarne, on a ce côté presque générique aussi, physiquement sur cette boîte, quand tu l'ouvres. Et par rapport aux présences sur table des figurines, ce qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, les figurines vont grandir, enfin les méchants vont grandir. Ils vont être de plus en plus imposants et ils vont venir de plus en plus écraser nos personnages. Et quand on parlait tout à l'heure d'horreur à Arkham, où pour le coup, là aussi, on a des méchants qui deviennent de plus en plus forts et de plus en plus méchants. Mais comme c'est que des cartes, on n'a pas cette sensation de se sentir complètement écrasé, la grandeur des figurines, quoi. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est un jeu où les figurines, elles ont un sens. Tout à fait. Oui, et puis les figurines, c'est vraiment la marque de fabrique de Cool Mini or Not. Mini, c'est bien pour les miniatures. Enfin, j'ai quand même envie de rappeler qu'au départ, c'était un site communautaire qui publiait des figurines peintes. Et le nom était inspiré d'un site de rencontre avec un nom qu'on adore, qui s'appelle Hot or Not. Quand même atroce. Et donc là, c'est Cool Mini or Not. Voilà, C'était un peu la blague. Et donc, c'est vraiment leur point de départ, la figurine. Et c'est que dans un second temps, qu'ils ont développé le zombicide, etc. Et dans les jeux qui sont sortis chez eux de Eric Lang, c'est l'avalanche de figurines, de superbes figurines. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous parler des chats-momies, bien sûr. Mais quoi ? Dans Ankh, les dieux d'Égypte. Ah oui, pardon. On a aussi dans The Good Father, avec la mafia new-yorkaise, la tête de cheval. La fameuse. Quelle horreur. On a aussi des bonnes sœurs dans Bloodborne qui sont absolument délicieuses. Et puis, bon, ça va, il y a du Viking, il y a du Marvel. Et tu parlais de figurines de plus en plus grandes. Et il y a un jeu qui s'appelle The Others, où là, ce sont les péchés capitaux, les vilains. Ouais. Et des membres de l'organisation Face qui vont les combattre. Et donc, il y a la luxure, il y a l'envie, tout ça. En grosses figurines, on se fait plaisir. Waouh. Mais ouais, c'est vrai que tu disais sur l'histoire, parce que l'histoire de Cool Mini or Not, ça vient de là au début, c'est la fusion d'un éditeur de Singapour, je crois, et d'un site de notation de figurines, en fait, Ouais. Et quand tu vois ce qu'est devenu Facebook et tout ça, d'où ça vient, enfin. Ouais, c'est ça exactement. Les success stories, notez notez les gens, ça vous apportera de l'argent. Ouais, j'allais dire après on peut ça. Mais en plus, Eric Lang, il a été salarié de Cool Mini or Not à une époque. Oui, tout à fait. Ouais. Je sais plus sur quelle période en fait, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il l'est plus en tout cas. Et d'ailleurs, Cool Mini or Not ne s'appelle plus Cool Mini or Not. C'est Simone Limited. Ah, c'est naze. Ouais. Peut-être qu'il n'assumait plus. Non, il y a encore le or not dedans. Non, il signe. Ouais. Il persiste et signe. Mais c'est vrai que c'est un des rares jeux, moi qui suis pas une fanat des figurines, c'est un des rares jeux où je trouve que les figurines, elles ont un sens tant thématique que t'as un vrai plaisir de les avoir sur table, en fait. Et en plus, elles sont... Disons-le, on peut pas leur enlever ça. Les figurines sont plutôt belles. Enfin, elles sont plutôt réussies. Ah bah, carrément. Ouais, le truc, c'est que sur les tuiles qui font l'espace de jeu, parfois, il y a un peu de surpopulation parce qu'elles sont tellement énormes. Parce qu'ils vont tous dans le même placard à balai. Oui, ils font la lessive. Dans la buanderie, ils vont tous faire le linge. C'est parce qu'il y a un portail dans la... Moi, je dis... En fait, c'est pour ça que les mecs ne font pas le lave-linge. C'est parce qu'il y a un portail qui est d'invocation dedans. Tu vois, je ne sais pas. Après, le fait que ça prenne toute la place sur les tuiles, moi je me souviens quand j'étais ado et que je lisais les histoires de Cthulhu, ça me terrifiait, ce grand ancien qui était tellement grand que tu n'arrivais pas à te le formaliser en fait. C'était quelque chose de terrifiant. Bon, là, il prend toute la place sur la tuile, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais justement, tu as cette sensation d'ensevelissement de ton personnage quand il se retrouve avec 12 000 cultistes et autres bestioles et tout, et que tu dois comme ça après cogner et que les autres ils vont te cogner en retour. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper cinématographique. C'est la submersion.
Ouais, c'est des... Et puis quand ton personnage, il s'en sort, mais t'as une espèce d'éruption de joie et de... Enfin, ton cœur, il bat un peu plus vite. Je trouve que c'est des émotions de ouf que nous procure ce jeu. T'es étonné de survivre. Tu dis, j'ai résisté à tout ça, comme ça, c'est que je suis encore en vie, quoi. Il y a des moments où tu te dis, non, mais c'est foutu, de toute façon. On n'y arrivera jamais. C'est impossible, en fait. Et t'es presque prête à abandonner. Et puis, bon, un sursaut collectif et bim, et en fait, tu peux t'en sortir. Parce que ce n'est pas un jeu, contrairement à beaucoup de jeux coop, ce n'est pas un jeu punitif dans le sens où, tu sais, qui te dit un peu comme quand tu joues à Ghost Stories, on te dit faut que tu perdes plein de fois avant de gagner. Celui-là, tu gagnes, en fait, tu peux gagner dans ta première partie et c'est juste que tu vas gagner très ric-rac, en fait. Sur le fil. Ouais, tu gagnes sur le fil ou tu perds sur le fil. Et le fait de gagner mal, même si c'est ta première partie, ce n'est pas grave. Enfin, ça ne te pollue pas, t'as pas l'impression d'avoir roulé sur le jeu pour autant. Ce qui est très fort, en fait. Ce qui fait que chaque victoire reste mémorable, comme tes défaites restent mémorables. C'est une des grandes forces du jeu. Là, on parlait juste avant du fait que c'était très référencé. C'est un jeu qui est aussi qui a fait le choix du pulp, hein, clairement, parce que en fait, quand on pense au mythe de Cthulhu, ou si on pense vraiment à l'œuvre de Lovecraft, on est dans ce qu'on appelle l'horreur cosmique. Et dans l'horreur cosmique, l'humain, il est insignifiant, il est voué à échouer, il n'est rien et rien face aux grands anciens. Et pourtant, il y a eu tout un courant en fait qui a exploré un peu l'œuvre de Lovecraft en mode pulp. Hein. D'ailleurs, il y a eu des jeux de rôle de l'appel de Cthulhu qui sont sortis récemment, qui explorent plutôt ce côté pulp du jeu. Et dans le pulp, c'est pas du tout la même chose. Hein. On dit qu'avec du courage et un gros flingue, on peut toujours s'en sortir et on peut aller mettre des tartes, botter le cul de Cthulhu. Et dans Cthulhu Death Medaille, vraiment le choix il a été fait. C'est un jeu pulp avant tout. Bien sûr, il y a du Lovecraft dedans, mais ce n'est pas, on n'est pas là pour rendre compte de l'horreur cosmique, que quelque chose qu'on aura beaucoup plus dans Horror à Arkham, je pense, le jeu de cartes dont on parlait tout à l'heure. Ouais. On est vraiment là dans le jeu pulp avant tout qui utilise le référentiel de Lovecraft. On est dans des œuvres qui, par exemple, Evil Dead, Big Trouble in Little China, beaucoup plus que dans l'appel de Cthulhu. Et donc, tout est un spectacle. Les monstres sont énormes. Et c'est en ça aussi que voilà, il y a un sens aux figurines. Les héros sont extravagants. Enfin, on a plein de héros qui sont improbables dans le lot. La gamine, voilà. On aime lire la gamine avec son petit background et où on voit qu'il y a marqué sur son petit, il y a les petites phrases d'accroche, vous savez, des persos. Et rien qu'on lit ça, on est mort de rire parce que voilà, tout est un peu extravagant, extrême, un peu outrancier, mais dans le bon sens du terme. Les situations, on le disait, on se retrouve à 15 dans un placard à balai, mais c'est ok, on est à fond là-dedans. Et pourtant, malgré tout ça, on continue de voir l'œuvre de Lovecraft. On arrive à voir l'œuvre de Lovecraft alors qu'on n'est plus du tout dans le canon classique Lovecraftien. Il y a toutes les histoires aussi qui sont cachées dans les scénarios, avec beaucoup de blagues. Je sais pas si vous vous rappelez dans le premier, patte de singe, le singe manchot. Voilà. D'un coup, on peut trouver un singe manchot, puis d'un autre coup, on peut trouver la patte de singe. Oui, c'est vrai. Et Rob Daviau, dans l'interview que j'avais faite de lui, il le dit bien, il dit qu'il y a plein d'histoires cachées dans les cartes loot, en fait, qu'on va récupérer. Oui, dans la salle de bal, il y avait des histoires d'amour non officielles, apparemment. Et on aime ça, tout ce petit côté l'utilisation du pulp, en fait, qui est un genre à part entière. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, Lovecraft, il a écrit dans des pulps. Il a écrit pour Weird Tales dès octobre 1923. Sachant que ce pulp, il a été créé en mars 1923, donc ça a été l'un des premiers à écrire dans ce pulp-là. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on dit pulp ? Oui, je savais ça, mais je résiste pas au plaisir que tu nous le dises. En fait, ça vient de la qualité du papier. Comme c'est un papier, c'était des magazines très très peu chers, donc avec du papier de très mauvaise qualité, on sentait la pulpe sous les doigts, d'où le nom de pulp. Et c'est un courant, même visuellement, ça a donné des couvertures auxquelles qu'on visualise assez bien, en fait, dans notre imaginaire collectif, je pense. Tout à fait. Et si on reprend Weird Tales, il y avait une illustratrice emblématique qui s'appelle
Margaret Brundage, qui a dessiné essentiellement des femmes soumises. Donc, quand on a un nom qui rime avec bondage, voilà. Parce que c'est vraiment là-dessus que ça se base. On est vraiment sur des femmes qui sont enchaînées en très, très petites tenues. Donc, on sent quelques petites... je pense qu'il y avait des fantasmes de Madame Brundage. Tu veux dire qu'il y avait un petit côté BDSM dans Weird Tales ? Ah bah carrément. En tout cas sur les couves qu'elle a faites, parce que les autres un peu moins, mais en tout cas les siennes. Elle a fait 66 couvertures au pastel, donc on a un trait il y a un trait qui est assez doux, assez les couleurs elles sont bien fusionnées les unes dans les autres, et on retrouve un peu ce style-là dans les personnages de Cthulhu Death Medaille. Et en fait, elle signait M. Brundage. Et ça faisait scandale. En fait, c'est toutes ces, parce que là, on est quand même dans les années 30. Toutes ces couvertures. Et du coup, le rédac chef a dit que c'était une femme, qu'en disant que c'était une femme qui dessinait ça, il allait un peu atténuer le scandale. Au contraire, qu'une femme puisse dessiner des trucs pareils, ça a été censuré direct. Scandale de ouf, comment une femme peut dessiner des trucs pareils. Et donc, elle s'est retrouvée à devoir arrêter de faire ses couves. Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait... Pour des questions de bien-pensance. Ouais, pour des questions de bien-pensance. Weird Tales a déménagé son siège social, s'est retrouvé dans un état beaucoup plus... puritain. Donc, les couvertures, le côté dénudé des couvertures a été censuré. Et comme elle travaillait au pastel, qu'elle n'a pas pu déménager avec le magazine, elle pouvait plus envoyer ses travaux. Ça voyageait très très mal, le pastel s'abîmant. Donc ça a été aussi un peu l'excuse. Dire, ça s'abîme, tu peux plus travailler pour nous. Mais elle a quand même fait date. Voilà, puis je vous ai mis sur la... C'est horrible comme histoire. Mais c'est celle... En tout cas, de ce magazine-là, c'est celle dont on se souvient le plus parce que c'est celle qui a fait le plus de couves et je vous en ai mis quelques-unes sur le conducteur. Bah ouais, qui sont effectivement... Mais c'est marrant, tu vois ce que tu dis, parce que comme c'est qu'on appellerait un peu de la série B, enfin c'est un peu souvent c'est une constante des mouvements au cinéma ou d'illustration, enfin qui sont... entre guillemets, pas l'art officiel, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Ils peuvent se permettre des trucs qui sont beaucoup plus osés d'un point de vue notamment sexuel que ce que t'auras dans des œuvres plus officielles, parce que on va dire c'est du cinéma de genre, c'est la littérature de genre. Finalement, il y a un peu de mépris et donc on tolère plus que ce soit un petit peu hors norme. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un peu, peut-être, même si ça a fait grincer des dents, il y a eu peut-être un peu plus de tolérance que ce qu'il y aurait eu si ça avait été des livres plus classiques qui étaient illustrés comme ça. Dans la littérature jeunesse, il y a aussi beaucoup plus d'inventivité parce que comme c'est pour les enfants, les albums de jeunesse montrent, essayent plus de choses, prennent plus de risques finalement. Donc on se rend compte que la bonne littérature, c'est consensuel quoi. Enfin, la littérature pour les gens sérieux. Ouais, tout à fait. Il y a ce côté toujours qui est un peu à la marche, où finalement il y a peut-être parfois plus de liberté, ou en tout cas parce que on regarde moins ce qui s'y passe. Ouais, ou les jeux indépendants, les jeux vidéo indépendants. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense au cinéma d'horreur aussi, où il y a beaucoup de trucs beaucoup plus osés sexuellement, parce que c'est souvent ça qui est très mal vu d'un point de vue... des mouvements puritains, et où t'as beaucoup plus de trucs qui passent parce que considéré comme un truc de genre, donc pas digne d'intérêt, pas digne de se mobiliser pour. Si on finit sur les grosses spécificités du jeu, on n'explique pas bien les règles, j'avoue, c'est pas l'objectif. Il y a un truc qui est dingue dans le jeu, et je pense que c'est quand même le trait de génie du jeu, c'est la gestion de la folie. Puisque on va avoir une carte folie, une folie qui nous est propre à notre personnage. Alors je crois que nous on le joue d'une façon qui n'est pas la bonne, enfin qui n'est pas la façon du jeu. C'est-à-dire que nous on distribue 2 cartes folie, on en choisit une en principe. Je crois qu'on n'a pas le choix dans la vraie règle. Non, j'ai relu la règle ce matin, je me suis dit tiens, on est plus sympa, on en choisit une sur les 2. Ouais. Alors que la règle dit... À partir du moment où tout le monde est consentant. Tout à fait. Ouais. Je sais que c'est pas la bonne règle. Je le fais parce qu'un jour, j'ai eu un problème. En fait, il y a quelqu'un qui était pyromane.
avec je ne sais plus quoi, il y avait en fait ça buguait avec le scénario et c'était vraiment ultra chiant. Le premier scénario, c'est tout qui crame tout le temps, tu passes ton temps à éteindre les incendies. Voilà, et donc quand t'étais pyromane en plus, il y avait un truc comme ça qui faisait que c'était du coup j'ai mis cette règle qu'on pouvait choisir la folie, et je trouve que c'est bien parce que parfois tu mesures pas très très bien c'est pas toujours évident de bien gérer ta folie, surtout dans les premières parties. Donc t'as cette carte folie et en plus t'as une piste de santé mentale. Et c'est la piste de santé mentale, tout le jeu réside là-dedans. Parce qu'en fait, on va perdre de la santé mentale en fonction de nos jets de dés. On a des dés qui vont avoir des tentacules et à chaque tentacule, hop, on perd de la santé mentale. Et on a des espèces de jalons qu'on atteint. Quand on atteint ces jalons, on déclenche notre folie. Donc globalement, un événement négatif mais qui peut parfois se révéler positif. Mais surtout, à chaque fois qu'on atteint ce jalon, eh bien, on va gagner en compétences. On va augmenter sur notre arbre de compétences. Je l'ai dit, on a une compétence qui nous est propre, qui est très forte. Puis on a 2 compétences plus génériques qu'on peut partager avec d'autres joueurs et joueuses. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va monter en compétences. Et donc, tout le jeu, ça va être il y a vraiment un climax sur la montée sur cette piste-là. Parce qu'il y a un point de bascule, il faut devenir fou, il faut absolument devenir fou pour monter en puissance. Et donc, c'est un jeu où, contrairement à beaucoup d'autres, la folie, c'est pas une punition, c'est ce qui te rend plus fort, c'est ce qui t'émancipe, c'est ce qui va te donner les armes pour te battre. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est probablement le point mécanique le plus intéressant du jeu et celui qui rend presque, j'allais dire, qui te submerge un peu. C'est quand tu comprends ça que parfois t'as intérêt à aller chercher de la folie. Il faut aller la chercher pour monter plus rapidement, être beaucoup plus fort, parce qu'aussi tu gagnes des dés supplémentaires, donc t'as vraiment des effets d'aspiration. Et là, c'est drôle, c'est qu'autour de la table, t'as des moments où t'as des gens qui sont « Mais je deviens pas fou, mais c'est nul, je deviens pas fou !» Et c'est vraiment à contre-pied, parce que dans les autres jeux, dans l'appel de Cthulhu, devenir fou, perdre ta santé mentale, c'est une ressource qui va se tarir, et c'est vraiment, c'est pas du tout positif. Dans Aurora Arkham, que ce soit les morts de l'épouvante, ça te ramène ça te rapproche beaucoup de la défaite. Oui. Sans t'apporter forcément de bonus. Ça arrive toujours au mauvais moment en plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Sauf que là, en fait, oui, devenir fou dans tous les Death Medailles, ça te rapproche de la mort, mais ça te rend tellement puissant que la balance avantage-coût, tu vois, c'est... Et du coup, ça veut dire que tu deviens presque un super-héros, en fait. On retrouve une sorte de figure du super-héros, de la super-héroïne, mais qui passe par la voie de la folie, quoi. Et les compétences, elles peuvent devenir ultra puissantes, mais quand on parlait de badass, mais il y a des... Rasputin. Rappelez-moi ce qu'il fait. Il ressuscite. Ouais. Mais c'est un truc de fin. Il peut avoir 3 morts. Alors, je vous invite à relire la biographie de Rasputin, qui est pareil, il a mis du temps à mourir. Hein. Il a été empoisonné, poignardé, noyé. Il était toujours pas mort, le mec. Ça vient pas de nulle part. Alors, dans Aurora Arkham, tu as comme ça des cartes que tu peux jouer quand ton niveau de folie baisse aussi, parce que tu peux prendre des dégâts mentaux ou physiques. Et certaines cartes ne s'activent que quand tu es à 3 points de mental. Et donc, c'est des cartes avec plein de bonus dessus. Hein, et tu les as dans ta main, mais tant que tu n'es pas suffisamment mal en point au niveau psychique, tu ne sais pas les jouer. Il y a un peu de ça aussi. D'accord, il y a un peu de ça aussi. Et sinon, je disais que en fait, Cthulhu Death Medaille, c'était l'aboutissement et qu'il y avait eu des jeux bac à sable. Dans le jeu The Others, avec les péchés capitaux, hein, je vous rappelle, il y a aussi une piste dite de corruption que tu peux avancer sur la piste de corruption pour relancer des dés, par exemple. C'est aussi un jeu qui joue avec des dés. Et en fait, ça te permet de relancer. Et puis il y a des petits bonus aussi, je crois, sur la piste. Et quand tu arrives au bout de cette piste, il y a ton passé qui te rattrape, parce que il y a aussi des personnages avec un background. Et si tu es trop corrompu, dans les genres de choses qui peuvent arriver, tu te retournes contre les autres. Et moi, j'ai jamais joué et je l'ai jamais vu ce jeu-là, The Others, en fait. Je pense pas qu'il a été localisé. Moi, je l'ai découvert en cherchant. Hein, ouais. Moi, j'en avais entendu parler il y a très longtemps, mais j'avais vraiment aucune occasion de le voir en vrai. Et je serais quand même assez curieuse de
de voir en quoi ça consiste, tu vois. En fait, tu as une équipe de super-héros qui fait partie de l'organisation FACE et qui va combattre les péchés capitaux qui s'incarnent dans des bestioles à tentacules, quoi. Ouais. Donc il y a quand même des gros liens. Oui, petite obsession. Honnêtement, j'ai retrouvé plein de choses, des choses récurrentes. C'est pareil, l'histoire, on parlait de matérialité, de présence sur la table. En fait, tu as du matériel qui se retrouve d'un jeu à l'autre. Alors, encore les jeux Cool Mini or Not, hein, avec des palatos personnels, avec des pistes qui se montent, avec bien sûr ces figurines. Mais tu sais, vous savez, le petit fond de figurines, là, comment ça s'appelle, le socle coloré. En fait, tu vois qu'ils ont essayé plein de sortes de socles colorés, quoi. Ouais. Tout ça, c'était un peu bac à sable pour arriver à Masterpiece, quoi. C'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'il y a moi, il y a beaucoup de jeux d'Eric Lang auxquels j'ai pas joué. Hein. J'ai joué à la trilogie des dieux, mais c'est vrai que elle forme une sorte d'unité, peut-être un peu à part, mais pas comparable à. Je la trouve pas comparable à Cthulhu Death Medaille du tout. C'est ça. En fait, tu as quand même des petits points communs parce que tu as aussi, tu vois, dans Rising Sun, tu as des factions avec une coloration aussi particulière pour chacune des factions. Et il y a aussi, je crois, les petits socles. Dans Blood Rage, tu vas aussi avoir ces petits socles et puis la piste de rage aussi. Hein, tu vas pouvoir monter aussi sur. Donc, tu retrouves quand même des petits éléments de matérialité. Et je crois que c'est le moment de parler des dés, non ? Ouais, on peut y aller, ouais. Parce que les dés, c'est vraiment... de toute façon, il a dit tout son amour, Eric Lang, pour les dés dans l'interview. Pour le Yahtzee, ouais. Et tu l'as dit aussi, Élodie, ce plaisir un peu primaire de balancer des brouettes de dés à la fin et de voir, parce que finalement, il y a ce côté aléatoire du dé par rapport à la carte où si on fait encore Aurora Arkham, tu sais quelle carte t'as dans ton deck et t'espères que la carte, elle va tomber. Là, effectivement, t'espères qu'il va y avoir de la tentacule pour monter dans ta folie ou des succès, mais c'est voilà ce côté aléatoire qui introduit de la narration. Voilà, on a survécu. Ou alors, on s'est fait vraiment déchiqueter par toutes ces bestioles. Et cette notion aussi de prise de risque, parce que tu peux toujours relancer en dépensant des points de stress. Est-ce que ça sera récompensé ou pas ? Rien n'est moins sûr sur l'idée, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même un jeu où le hasard est hyper fort, beaucoup plus que dans plein d'autres jeux. T'as des petits trucs pour le moduler, tu peux avoir des loots, des trucs que t'as lootés, tu peux débloquer des pouvoirs qui te donnent des relances. T'as ton stress que tu peux utiliser si t'en restes, parce que c'est pas garanti. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi que ça reste quand même un jeu qui est énormément soumis qui garde le plaisir de l'aléatoire de ces jeux-là, en fait. Hein. Oui, parce que je fais encore le parallèle avec Aurora Arkham. Quand c'est au tour des méchants de jouer, ils te touchent quoi qu'il arrive. Tu sais que tu vas prendre les dégâts. Là, il y a une chance qu'ils te ratent. Ouais. Et comme ils font comme ça, ils dansent le disco. Comme les cultistes dansent beaucoup le disco, ils sont beaucoup moins occupés à te toucher. On a des tas de cas où tu t'en sors, quoi. Oui, les cultistes de la saison 1 ont les bras en l'air et ils font... Ouais. Voilà. Ils imaginent... ils dansent sur Rasputin. Hein. Oui, oui. De Bonnet M. Voilà, c'est exactement. Mais voilà, imaginez des personnages tout de rouge vêtus, les bras en l'air et puis... enfermé dans une buanderie, en train de faire le linge. À 15 dans la buanderie et qui danse. Eric Lang, il avait fait un autre dungeon crawler. Oui, il a fait Arcadia Quest. Ouais, auquel j'ai jamais joué non plus. Moi, j'ai regardé un petit peu parce que, comme avec Sahashi, j'ai envie de jouer à tous ces jeux-là maintenant. Et j'ai regardé un petit peu les alertes Bon Coin au Caseo, donc ça se vend une fortune. Et comme pour Cthulhu Death Medaille, il y a plusieurs boîtes et plusieurs évolutions. Enfin, c'est des jeux qui ont des extensions à n'en plus finir. Et en fait, là, tu incarnes aussi une équipée. Chaque joueuse a sa petite équipe et va se balader comme ça dans l'espace qui est matérialisé de la même manière avec des tuiles. Et ce qui est un petit peu rigolo, c'est que c'est ton voisin de gauche qui va incarner le méchant quand ça va être au tour du méchant qui va t'attaquer toi, quoi. Ok. D'accord. C'est pas quelque chose de prédéfini. Et là aussi, tu vas monter en compétence, tu vas looter, comme dans Cthulhu Death Medaille. Une des actions, ça va être ça. Et tu vas positionner
une fois de plus, sur ton petit plateau personnel, tout ce que tu vas looter. Et quand tu vas utiliser ton arc, eh ben, il va être down pour la suite du tour. Il va falloir se reposer à un moment donné. D'ailleurs, dans Retour Death Medaille aussi, tu peux te reposer, ça fait partie des actions. Si tu te reposes, tu récupères après tous tes objets, tous tes pouvoirs. Il y a quand même à chaque fois cette montée en compétences des personnages quand même. C'est-à-dire que nous, on va monter les compétences de nos investigateurs, de nos investigatrices au fur et à mesure de la folie. Mais dans The Others, dans Arcadia Quest, on va aussi monter en compétences. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, cette idée d'évolution. Dans Blood Rage, il va y avoir les points de rage il y a la piste des haches, la piste des cornes. Et dans The Others, c'est pareil, tu as la possibilité de looter. Il y a des améliorations sur les tuiles même sur lesquelles tu te déplaces. Et tu vas pouvoir comme ça améliorer tes compétences. Donc il y a quand même cette montée en puissance qu'on retrouve dans ce qu'a fait Eric Lang par le passé. Et même dans un jeu vraiment plus léger qui est celui avec les dinosaures là. La colère de la montagne de feu. Ah, j'ai pas joué à celui-là, tiens. Et bah tu vas aussi gagner tu vas gagner des trucs puisque tu vas pouvoir recruter des dinosaures. C'est ça. Dans ton équipe. Donc c'est une manière aussi presque de gagner en compétences parce que ces dinosaures, ils vont avoir des effets spéciaux. OK. Et tu vas leur mettre des socles. Et là on est vraiment Tu vas leur mettre des socles à tes petits dinosaures. Tout à fait, tu leur mets des petits socles et on est vraiment sur un principe de YAM quoi pour le coup. Ouais, OK. Ok, j'ai pas du tout vu à quoi. J'ai trouvé la boîte assez moche et de jeu là. Enfin, je l'ai vu Tu y as joué, Elodie, toi Oui, ouais, j'ai joué. On l'a pas mal vendu à la boutique. C'est Eric Lang, Phil Walker Harding, c'est ça ? Oui, Phil Walker Harding. Ouais, c'est ça. Donc on a le côté tuile, je pense, qui vient de Phil Walker Harding, et un côté un peu labyrinthe. C'est-à-dire que si tu arrives à placer tes gugus sur t'as un volcan central. Okay. Si tu choisis de placer tes gugus sur ce volcan central à la fin de ton tour, tu vas pouvoir déplacer, puisque ça fait une éruption volcanique, donc tu vas pouvoir déplacer les tuiles à la façon d'un labyrinthe. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir un maximum de tes personnages sur des zones, comme un King Domino. Tu vas multiplier le nombre de tes personnages par rapport au nombre de tuiles de la même zone. Okay. Et ça va te faire des points. Et puis tes dinos vont avoir des effets un peu spécifiques. Donc il y a à la fois un petit côté calculatoire, à la fois tu as le hasard des dés, parce que si tu n'arrives pas à avoir des faces volcans, que tu n'arrives pas à te placer sur le volcan et d'être majoritaire sur le volcan, tu ne peux pas faire de déplacement de tuiles. Donc il y a tout ce côté, et puis vraiment on est sur cette mécanique, je tire 3 fois mes dés, je garde les faces que je veux, sur une mécanique de YAM quoi. D'accord, ok. Oui c'est ça, là les dés ça définit tes actions. Ouais. Ok. Et puis la passion D, là en 2014, c'est le pompon parce qu'il va faire un jeu qui s'appelle Dice Masters, où là en fait tu as des kits de dés qui représentent un personnage et toujours dans cette idée d'avoir plein de combinaisons possibles, n'importe quel personnage peut rencontrer n'importe quel autre personnage. Et quand tu vas sur la page BGG du jeu, tu as des photos avec des montagnes des montagnes de dés. Voilà, si tu veux faire de la complétude et puis de la collectionnite, t'as de quoi t'amuser, quoi. Là, on voit sur la photo que t'as mise, c'est incroyable. Aussi, ce qui caractérise l'univers de Lovecraft, c'est pas une licence en tant que telle parce que c'est tombé dans le domaine public. Et d'ailleurs, c'est ce que Eric Lang explique souvent quand on lui dit mais pourquoi vous qui êtes très engagé, vous avez fait un jeu, vous utilisez l'œuvre de Lovecraft qui était quand même notoirement raciste et xénophobe. Donc il explique très bien le pourquoi il le fait, et d'ailleurs il dit aussi au passage que quelque chose comme, je résume très rapidement, fuck Lovecraft, parce qu'en fait il se réapproprie son œuvre. Mais c'est quelqu'un aussi, Eric Lang, qui est très habitué à travailler sur des univers connus en fait. Bah ouais, parce que quand tu regardes un petit peu les jeux qu'il a sortis, A Song of Ice and Fire, c'est du Game of Thrones. Il a fait un jeu, La Confrontation, en 2005 sur Le Seigneur des Anneaux. Bloodborne, ça vient d'un jeu vidéo. Marvel United 2021, on reprend les personnages iconiques de Marvel. Il y a du Star Wars aussi. Il y a un jeu avec les Turtles Ninja, les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja. Même Le Parrain, en fait, Le Parrain, c'est quand même... Ouais, c'est un film qui a tout un imaginaire avec lui
construit et tout. Et comme tu dis, ils se réapproprient les choses. Et c'est sympa, je parlais de la tête de cheval tout à l'heure, mais du coup, les personnages, c'est les familles de mafieux, enfin... Donc c'est marrant en fait. Et puis du coup on a les codes aussi tout de suite. Moi je suis pas une grande fan de Marvel, mais quand je regardais les règles et puis les gens jouaient à ce jeu, t'as tout de suite compris comment ça fonctionnait. Et à chaque fois avec cette idée, pareil, un canon qu'on retrouve souvent dans ces jeux de les gens jouent, puis après il y a l'adversité qui joue et puis qui monte en puissance, parce qu'on n'a pas parlé trop de Marvel United. En fait, chacun a son deck de cartes, tu joues ton super-héros, puis tu as un super-vilain, et quand tu remplis les objectifs, le super-vilain, ça va s'accélérer en fait quand il va jouer. Okay. Donc en fait, il reprend à chaque fois des choses, des montées en puissance, des évolutions, des confrontations inédites, mais appliquées à des univers divers et variés, quoi. Ouais, mais je pense qu'il se réapproprie vraiment. Enfin, il a vraiment cette capacité à en faire du Eric Lang finalement. Oui. Et sa patte, tu la reconnais. Oui. Même dans un co-design, comme c'est le cas là, comme on verrait, si on a axé sur Eric Lang parce qu'on parlera plus de Rob Daviau prochainement, mais on aurait pu faire la même truc avec Rob Daviau parce qu'on reconnaît aussi la patte de Rob Daviau mais on arrive toujours à reconnaître sa patte et à connaître ça le jeu, parce que visuellement, il faut savoir qu'il y a tout l'imaginaire FFG qu'on a sur l'appel de Cthulhu, en fait, enfin sur le mythe de Cthulhu. On a tout l'imaginaire de l'appel de Cthulhu, le JDR, alors qui nous vient. En France, ça a été un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus Edge reprend beaucoup plus ce que fait Chaosium aux US. Nous, on a longtemps eu Sans Détour en France. Et là, ils ont pris des nouveaux codes, des nouveaux persos en termes de visuel, Élodie ? Eh ben, si on parle des boîtes déjà sur les visuels, ce que je trouve frappant, c'est le fait que sur les 2 premières boîtes, on ait Cthulhu qui soit vraiment dans une espèce de... Il a pas de fond. Sur un fond verdâtre sur le premier, on voit juste ses yeux. D'ailleurs, moi j'avais laissé la boîte dans mon salon, comme je fais tout le temps. Je laisse comme ça, j'ai le visuel qui m'inspire. Et il y a de l'argenté sur les 8 petits yeux entourés de rouge là. Et la nuit, quand il y a juste un rayon de lune qui tombe dessus, on voit que les yeux de la bête là. Et je vous assure que... Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait ce putain de vernis argenté dessus. Et du coup, j'ai vu les trucs qui brillaient. Je me suis dit, c'est quoi ce machin? Et c'était la boîte de Cthulhu qui brillait dans la nuit. Ah, excellent. Donc c'est là que je me suis dit, c'est malin ce vernis. Oh. Quoi, il faut toujours laisser les boîtes traîner, comme ça elles nous parlent. Ouais. Et on voit sur la saison 2 que pour le coup, Cthulhu, il est vraiment dans une espèce de brume, etc. Et plus on va avancer dans les saisons, plus il va être visible et plus son fond va être visible aussi. Maintenant, on sait contre qui on se bat à force, et on va voir aussi son entourage. Et on voit aussi, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que on sent la volonté d'en créer une sorte de gamme. Parce que là, sur le jeu de Martin Wallace, qui est sorti juste là, Cthulhu Sombre Providence. Oui, qui est ils ont repris. Qui est repris de Study in Emerald. Tout à fait. Qu'il avait fait qui reprenait la nouvelle de Neil Gaiman. Et franchement, on n'a pas trop envie de rejouer. Enfin, on n'a pas trop envie de ressortir un jeu, je pense, dans cet univers-là. Ou en tout cas, de donner des sous à Gaiman. Enfin, là, pour le coup... Lovecraft, il récupère pas de thunes quand on joue à des jeux Cthulhu. Et ils ont repris exactement la même typo. Donc on sent vraiment cette volonté de l'éditeur de faire une gamme cohérente. Et avec cette imagerie très années 20, très art déco. Ouais. Que là, pour le coup, qu'on va voir plutôt sur le matériel du jeu, qu'on va voir sur les fiches personnages, qu'on va voir surtout sur le dos des cartes Mythos. Donc l'art déco, c'est vraiment un style qui est arrivé juste après la Première Guerre mondiale, à ne pas confondre avec l'art nouveau. Souvent on confond les deux parce que c'est 2 arts totaux. Alors petit conseil, enfin comment j'arrive donc c'est pas du tout validé par les écoles d'art, je pense. Quand je pense art nouveau, je pense aux légumes nouveaux, aux petits pois nouveaux et aux pommes de terre nouvelles, parce que l'art nouveau est lié à la nature. C'est très floral en général. Voilà, c'est ça.
Donc vous pensez nature, vous pensez patates nouvelles, les patates elles sortent de la nature, donc ça c'est l'art nouveau avec les petites vrilles. L'art déco. L'art nouveau, c'est très les comment dire, les trucs de Mucha là, tu sais. Oui. Comment ça, voilà. Avec Mucha, les entrées de métro, la métropolitane. Hector Guimard. Oui, Voilà. Fragonard. Ça va être aussi tout ce qu'on voit dans les villes thermales, beaucoup. Dès que ça vrille dans tous les sens. L'art déco est beaucoup plus rigide, beaucoup plus géométrique. Ça vient donc d'après-guerre, au moment où on reconstruit. On a peut-être aussi philosophiquement besoin de stabilité. Donc on va le retrouver dans les deux courants. Ça se retrouve partout. Ça se retrouve en architecture, ça se retrouve dans l'art pictural. Ça se retrouve dans aussi tout ce qui est art décoratif, dans des couverts, dans des lampes, dans des choses comme ça. Et donc là, on voit très bien ces petites ornementations géométriques qu'on a au dos des cartes, qu'on a aussi sur les fiches perso. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a quand même un truc un peu déchiré, un peu crade, un peu qui va venir un peu contrecarrer ce côté très géométrique, très droit, très propre, comme si, alors comme je vous disais, l'art déco, il était là pour essayer de ramener de l'ordre après le chaos. Et là, on a le chaos qui revient, comme si on nous disait attention, il va falloir quand même se battre pour que l'ordre y reste. Je trouve ça intéressant, comme le graphisme nous donne des choses sur ce qu'on va devoir faire. C'est ce que j'aime, moi. L'expression déchirer le voile de la réalité, non, c'est pas aussi cette idée-là? Bah oui. Ouais, peut-être bien aussi. Moi, c'est vrai que j'avoue que Cthulhu, j'ai essayé de le lire. Enfin, tout Lovecraft, j'ai essayé de lire et ça m'est tombé des mains. Je n'ai jamais pu, alors que je finis toujours un livre. Et j'ai jamais pu aller au bout d'un bouquin de Lovecraft. Faut lire l'affaire Charles Dexter Ward. Ok. Ouais, c'est peut-être le plus facile. Moi, je le commence, je m'arrête pas, quoi. Ok. Il y a quelque chose d'haletant. D'accord. Et puis cette capacité de recréer toute une galerie de personnages en fait, je trouve qui est assez fort en fait, qui utilise un peu qui utilise les canons de Lovecraft tout en utilisant aussi les canons des licences en général et des super-héros, héroïnes. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais moi je trouve que les personnages sont assez extraordinaires quoi, et ont beaucoup de. Et pourtant, je suis très attachée aux personnages de FFG, tu vois. Mais il y a quand même des tas de personnages de Cthulhu Death Menace auxquels je me rends compte que je sais leur nom, je connais leur histoire, quoi. Et il y a aussi un travail sur la diversité de ces personnages. Non, je sais pas comment vous le percevez, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, des personnages de toutes les couleurs. De tous les âges. De tous les âges. Et là, pour le coup, ça retourne... Les handicapés, il y en a un qui n'a pas de bras. Tout à fait. Et ça retourne le côté nauséabond de Lovecraft. Et je trouve que c'est un joli pied de nez, ces idées nauséabondes, parce que bon, il se disait quand même fan de Mein Kampf. Et c'est pas des personnages qui sont... c'est pas des personnages qui ont l'air d'être des vrais gentils, en fait. Tu vois, tu te dis qu'ils peuvent être des... Ils peuvent être des salopards aussi, en fait. Enfin, ils ont le droit à ça. Ils ont pas le droit. C'est pas des héros au sens qui seraient parfaits dans leur comportement. Enfin, on voit bien qu'ils sont un peu limites même. Ils peuvent être borderline, quoi. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas sur la perfection de Captain America, quoi. Voilà. Oui, puis même un peu inquiétant, la petite fille avec ses flammes dans les mains, elle fait peur. Hein. Ouais. Et puis à mon avis, en plus, elle a le Necronomicon sous le bras. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ah, puis même son petit texte là, on sait pas quel âge elle a, on sait pas comment on ne sait rien d'elle, quoi. Bah, si on lit le Lord Adam Benchley, donc, qui vient de Manchester, Angleterre, le tremblement oculaire caractéristique de Lord Benchley témoigne d'un esprit tourmenté qu'il dissimule sous son flegme britannique. Il sait se tenir en toutes circonstances, mais la plupart des investigateurs ont appris à leurs dépens à ne pas froisser, de peur de voir son tressaillement oculaire se transformer en un regard glacial. Des décennies de combats contre des sectes l'ont fait basculer dans la folie, même s'il a toujours réussi à plus ou moins se contrôler. Lord Benchley dissimule ses tendances psychotiques derrière des lèvres pincées et une attitude stoïque. Il se défoule dès qu'il le peut en massacrant des cultistes et leurs sbires immondes. Voilà, tout est dit. Si vous avez envie de jouer des personnages un peu tabanés, eh ben... On est pas mal. Suivez les conseils depuis 2 ans, 3 ans que t'en parles, Paul Gara. J'y ai joué je pense en 2022, pour la première fois.
Et pas 4 ans. 4 ans, mais après, je me suis vraiment répandue partout pour dire aux gens d'y jouer. Le sentiment final qui est procuré par le jeu, bah, vous l'avez compris, c'est un jeu que nous, on aime énormément toutes les trois. Et en plus, on y a beaucoup joué ensemble, hein, avec Dany. Forcément, on est obligé de faire un big up à Dany quand même. Voilà. Oui, qui a fini 1 ou 2 fois toute seule. Oui. Au milieu de... Il y a eu 2-3 victoires, notamment une où elle était contre je ne sais combien de personnages et qu'elle les a tous déglingués. Je crois qu'elle jouait Borden d'ailleurs. Ah ouais. Oui, c'est ça. Nous, on les entame et elle les finit. Quoi. Moi, je meurs souvent en premier, j'avoue. Parce que c'est mon petit côté altruiste, comme ça, Et en même temps, comme le jeu avance, tu peux pas faire les petits bras. Enfin, moi, je sais que les premières parties, on y allait très prudemment, on essayait de pas de prendre coup et tout ça. Et en fait, comme le jeu avance, ça t'oblige à l'héroïsme, en fait. T'es obligé de foncer dans le tas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations. Mais exactement. Et tu n'en as rien à foutre de mourir, surtout. C'est ça qui est dingue, parce que c'est rarissime des jeux. Et même si c'est vrai. T'es mort 2 tours avant la fin du jeu, c'est pas grave. En fait, tu le vis pas mal et ça, ce qui est un sentiment assez différent de ce que tu as l'habitude dans les jeux. Ouais, parce que tu vas regarder le reste du film se dérouler. Ouais. Vu tout le côté cinématographique épique, tu vas regarder le reste et tu vas te dire que ta mort, elle est pas pour rien parce que tout le monde met sa pierre à l'édifice. C'est ça que je trouve génial. Et en plus, tu peux toujours faire les jets de dés pour les méchants, donc pour les cultistes ou pour le. Oui. Ce qui fait que t'occupes aussi. Enfin, tu t'as pas ce sentiment d'être obligé d'aller la vider de la vaisselle parce que t'as plus rien à faire, quoi. Non, puis tu réfléchis aussi à la stratégie collective, quoi. Ouais, totalement. Oui, voilà, c'est ça. T'es toujours dans la discussion. Ouais, j'ai eu une partie un peu pourrie d'un gars qui avait pris Rasputin. Et le gars, il voulait jamais aller au combat, quoi. Il peut mourir 2 fois. Donc c'est vraiment le personnage où si tu choisis ce personnage, tu sais que tu dois aller au combat. C'est ton rôle. Et le gars, tout ce qu'il voulait, c'était looter. Donc il avait plein de trucs. Mais j'avais juste envie de le buter. Pas de buter Cthulhu, j'avais envie de buter Rasputin. Ouais. T'as qu'à dire que c'est ta folie. Ta folie, c'est de te retourner contre les autres. Et je t'ai buté, mais désolé, c'est ma folie. Désolé. C'est pas de ma faute. En conclusion, moi, je voulais savoir pour moi, c'est un jeu qui est vraiment transgressif à plein d'aspects. Parce que en fait, il transgresse les règles de Dungeon Crawler, il transgresse plein de choses en fait dans sa proposition ludique, et même il est transgressif dans le plaisir qu'il nous apporte. C'est un jeu qui procure ce sentiment qu'on finit, on a envie de buter du Cthulhu et on est hyper content de le faire et on balance des brouettes de dés et c'est hyper jouissif de le faire. Et même c'est un jeu qui trahit en fait on le disait, hein, qui trahit un peu Lovecraft et son univers, parce que de base dans les nouvelles de Lovecraft, on le disait, hein, l'horreur elle repose sur le fait que l'humain il est insignifiant, que connaître les choses est dangereux. C'est de la connaissance en fait, hein. On parle toujours de ce qui est du domaine de l'indicible, des savoirs, des livres tu vois, qu'il ne faut pas avoir lu, etc. Et la folie, c'est une défaite. Et dans Cthulhu Death Medaille, tout ça, c'est le contraire, parce qu'en fait, au contraire, il faut connaître les choses, il faut aller récupérer les bouquins, il faut looter. La folie, c'est une piste de santé mentale, c'est une vraie ressource. Et on est, en tant qu'investigatrice qui somme des êtres humains, on est capable de tuer un dieu, quoi, comme Cthulhu. Et donc, vraiment, on sent qu'il y a j'ai revu la photo de Eric Lang qui fait un doigt d'honneur devant, je sais plus si c'est un tableau de Lovecraft, et je trouve que cette image, elle représente bien tout ce qu'est la transgression du fait que ce jeu est l'inverse de ce qui pourrait donner l'impression d'être. Et aussi parce que dans les œuvres de Lovecraft, on veut surtout pas que Cthulhu il arrive et qu'il règne. Alors que dans le jeu, tout ce qu'on fait, c'est qu'on faut faire le rituel pour qu'il se dépêche d'arriver sur le plateau, en fait, Cthulhu, et qu'on puisse lui botter le cul. En fait, on fait tout à l'envers de ce qu'il y a. Tout est à l'envers de ce qu'il y a d'habitude, et tout est à l'envers de ce qu'il y a dans les jeux Dungeon Crawler. Tout est à l'envers des sensations qu'on a. C'est un jeu qui t'arrive à sous un aspect très classique finalement, et très classique, n'est absolument pas ça, te prend à contre-pied et te procure des émotions qui sont ultra puissantes, ultra jouissives et 1000 fois plus mémorables que
moi, tous les autres jeux de dungeon crawler auxquels j'ai pu jouer. Moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a alors j'en ai peut-être fait un peu moins de parties que vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours une sorte de courbe qui est un peu similaire, c'est-à-dire on fait les 2-3 premiers tours, on a l'impression que tout va bien se passer, que ce coup-ci, on va rouler sur le jeu, puis d'un coup, crac, il y a vraiment un moment de rupture où c'est la merde, on se dit on va jamais y arriver, c'est bon, c'est mort, on a perdu, et on finit à gagner, ou comme tu disais, soit on gagne, soit on perd, mais c'est toujours sur le fil, on y a cru jusqu'au bout. Et je trouve que cette sensation, et puis on explose de joie. Moi, j'ai rarement explosé de joie sur un jeu comme là-dessus, comme dans celui-là. Ouais, quand quelqu'un a réussi un jet de dés incroyable, quand ça explose, c'est explosif, c'est comme tu disais, des émotions qui t'emportent, et c'est ce qu'on cherche dans un jeu, quoi. Ouais, complètement. Et toi, Mad ? Moi, j'adore. J'adore mettre en place. C'est un peu, tu sais, quand tu reçois à la maison, tu mets la table. J'adore mettre la table de ce jeu, choisir le scénario, choisir le grand ancien. Ah oui, non, à ce tour, ah non, j'ai pas un bon souvenir. Ah bah lui, on l'a pas essayé. Comme toi, j'adore le faire découvrir quand il y a les jeunes à la maison là qui passent et les voir faire des plans. Je trouve que ça fonctionne bien avec une certaine façon d'appréhender le jeu. C'est-à-dire, quand tu as ce plaisir, je suis pas très jeu coopératif normalement, je trouve que l'effet leader, il est toujours trop fort et tout ça. Mais là, faire les plans à plusieurs, ça fonctionne plutôt bien, et voir comme ça la jeunesse, calculer ses coups, faire ci, faire ça, apprendre de ses erreurs. Et puis le côté, vous l'avez bien dit toutes les deux, hein, le côté cinématographique, la narration qui se joue juste avec des dés, c'est très fort. Et la manipulation n'est jamais au détriment de l'histoire, en fait. Parce que, alors peut-être des fois on rate des petits chouïas de règles ou tout ça, mais c'est pas gênant. Le jeu est particulièrement fluide et nous embarque. Et c'est vrai que, je te rejoins, Elodie, hein, l'émotion procurée est particulièrement forte. C'est vraiment très très bien. Ouais, je comprends. Enfin, je suis heureuse d'avoir, tu sais, que t'aies partagé ce message d'Eric Lang qui dit qu'il y a rejoué récemment et que c'est quand même un super bon jeu. Ouais, pour moi, je pense que c'est dans mon top 3 ever, parce que c'est ça. C'est en fait, c'est les émotions. Je me rappelle pas de toutes les parties que j'ai faites, on va pas mentir. Mais ça fait partie des jeux qui m'a procuré qui est la source de énormément de souvenirs mémorables. Moi, je mets une partie où on a perdu très très vite avec Rémi au bout de 20 minutes. Je sais pas ce que mon personnage a fait, sauf qu'en fait, en faisant ça, j'ai fait des dégâts sur toutes les figurines présentes. C'est moi qui l'ai tué. Et je me souviendrai de cette partie parce qu'il m'a dit que c'était rapide. Je me suis dit, ah bah oui, effectivement, quand t'es tué par ta coéquipière, ça n'aide pas. Et tu vois, faire même quand ça marche pas, ça reste le kiff, quoi. Donc c'est quand même, je trouve ça très fort. Et j'ai une photo que j'adore. J'ai pris une photo vraiment sans trop regarder de la partie en cours avec ma nièce, ma fille, en train de jouer. Je fais pas trop gaffe, je prends la photo pour mémoriser le moment, je kiffe l'instant. Je regarde la photo et dans cette photo, l'émotion, elle est tellement forte entre celle qui avance ses pions, l'air déterminé, l'autre qui a les mains posées sur les joues, les yeux grands ouverts en disant « Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Voilà, cette photo, elle résume la palette d'émotions qu'on peut ressentir, quoi. Écoutez, je vous propose qu'on conclue en disant que vraiment jouer à Cthulhu Death Medaille. Jouer à Cthulhu Death Medaille. Ouais, ça vaut le coup de casser sa tirelire pour ce jeu. Ou jouez-y avant de l'acheter parce que c'est vrai que c'est un peu onéreux, mais vraiment, je pense que rapport qualité-prix et nombre de parties que vous ferez, c'est totalement un bon investissement. Même si les boîtes ont énormément augmenté, je sais pas entre les dernières boîtes ont été beaucoup beaucoup plus chères que les premières. Okay. Ça va être, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait une petite restructuration là, hop, fallait rembourser la licence. Hein. Mais voilà, au moins essayez de vous le faire prêter, essayez de le trouver, essayez de le découvrir, n'hésitez pas à demander autour de vous, jouez-y pour vous rendre compte, même si vous pensez que c'est pas votre type de jeu,
même si vous n'êtes pas des grands fans de Lovecraft, en fait, en dehors de ça, le jeu, il est incroyable mécaniquement. Il est incroyable en termes d'ambiance. Vous procurera des émotions exceptionnelles. Donc, je ne peux que... On est toutes les trois, plus Dany, qui, à mon avis, s'associe à nous pour dire qu'il faut y jouer. Et d'ailleurs... Et pour le coup, oui, même si tu connais rien à Cthulhu, ce qui est mon cas... Ça marche très bien. Franchement, ça t'empêche pas de t'éclater, quoi. Tu sais juste pas prononcer comment se prononcent les différents monstres, mais tu laisses les autres le faire. Exactement. Moi, j'ai juste envie d'aller faire une partie, là, tout de suite. Moi aussi. Pareil. Et j'ai le jeu à côté de moi, là, on me l'a prêté. Simplement, ne dormez pas avec votre boîte de jeu, parce qu'un petit rayon d'une sur les yeux de Cthulhu et tu passes une... Je pense que tu vas dans les contrées... Très mauvaise soirée. Tu vas dans les contrées du rêve après, tu vois, ça, tu finis... Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir parlé. On a choisi de parler de ce jeu, qui est un de nos jeux favoris. Un jeu d'Eric Lang et Rob Daviau. Initialement chez Cool Mini or Not, maintenant qui sera chez Asmodée. Merci beaucoup, Elodie et Mad. Voilà, c'était bien cool. Ah ben, avec un immense plaisir. C'était tellement cool de passer cette soirée avec vous, de parler de ce fantastique jeu. Et à très bientôt pour la prochaine. Et on peut dire est-ce qu'on peut dire qui sera le parrain ou la marraine de la prochaine? Ça va dépendre de qui on rencontre. Franchement, ça va dépendre de qui tu rencontres. Ça va dépendre de qui tu rencontres dans les festivals. Il faut qu'on aille notre voir ambassadrice. Il faut qu'on aille voir Eric alors, du coup. Oui. Voilà. Et écoutez, on remercie les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés. Et puis, on embrasse tout le monde et à bientôt. Salut, salut. Salut. Ciao. Cette émission, enregistrée à distance le 2 juin 2026, est produite par Polgara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site le.depolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Polgara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté le Point de Polgara et à très bientôt pour une prochaine émission.